Notre invité Lissel Kéros, bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes professeur en études latino-américaines à Cergy Paris Université, membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes spécialiste des questions décoloniales. On est un peu en plein dedans. Vous avez notamment écrit Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques d'Amérique latine. C'est paru aux éditions de la Découverte en 2023 et on en voit ici la une. Merci d'être avec nous pour décrypter ce qui est en train de se passer, puisque Nicolas Maduro va comparaître à 18h, heure de Paris, midi, heure locale. Il est déjà au tribunal, il a survolé Manhattan tout à l'heure. Est-ce qu'on peut s'attendre à un procès équitable ou est-ce qu'il peut être un procès politique, disons ? Bon, c'est un procès qui est politique et qui est très important pour les États-Unis. Je pense que les États-Unis ont déjà pris expérience du passé, de ce qui s'est passé au Panama, il y a plus de 20 ans, en Irak. Et donc là, ils ont besoin de signifier au monde qu'ils ont capturé un personnage qui est extrêmement dangereux. Et il faudra le prouver. Donc il y aura véritablement une organisation vraiment mise en place pour que Maduro soit considéré. Et il Vraiment. faudra le prouver. Les preuves, pour l'instant, elles ne sont pas encore avancées par la justice américaine. Alors, les preuves ne le sont pas. Les États-Unis sont en train d'organiser en fait un système dans lequel la charge de narcoterrorisme, Oui. en fait, l'association, ce qu'ils vont jouer, c'est l'association du Venezuela et de Maduro avec les FARC, par exemple, qui sont une organisation terroriste, et de voir ces liens. Sont deux pays limitrophes, effectivement, les FARC. Il y a eu des contacts. Qu'ensuite, la Colombie, pays producteur, ou la plateforme d'organisation de la production de la feuille et de la cocaïne, c'est un peu transféré sur le Venezuela. Donc il y aura tous ces formes. Visiblement, il y a certains éléments qui pourront être évoqués pour faire que Maduro apparaisse comme l'organisateur du cartel des Soles, puisque un certain nombre d'officiers proches de Maduro et du gouvernement faisaient partie ou semblent être membres de ce cartel. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas inculper le président en Colombie, puisque, comme vous le Exactement. dites, la Colombie est le principal producteur de la cocaïne et le Venezuela, une plaque tournante quand Le, même principale dans la région. En fait, puisque la politique des États-Unis historiquement allait et se centrait plutôt sur la Colombie, les narcotrafiquants se sont orientés davantage vers le Venezuela, surtout à un moment où le pays était en crise, où les choses sont un petit peu désorganisées et où il y a une pression internationale forte. Donc c'est vrai le Venezuela a passé de devenir en fait une plaque tournante de ce narcotrafic. Et Petro, on peut pas Petro est un président élu démocratiquement, alors qu'on a Maduro, et depuis, il est considéré depuis 2019 comme un président illégitime, qui ne respecte pas. Et c'est vrai que de manière autoritaire, il s'est imposé. Donc c'est une situation différente. Ça n'empêche pas les menaces de Trump. Bien entendu. En fait, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette intervention, c'est aussi organiser un procès politique pour pouvoir intervenir de manière légitime dans le pays, le Venezuela, et écarter toute possibilité d'intervention d'autres puissances, et en particulier de la Chine. Et les liens de la Chine avec le Venezuela sont, à mon sens, une des clés de cette intervention. Et on voyait monter de plus en plus un tissage entre Pékin et Caracas, un rapprochement. Dans quel domaine ? C'est en particulier économique. Il y avait déjà Bloomberg a noté que 90% des exportations du pétrole vénézuélien sont vers la Chine, que la Chine a des projets d'intervention dans le domaine pétrolier, sachant que le Venezuela est le pays qui a les réserves en pétrole les plus importantes au monde. C'est un sujet particulièrement important pour les États-Unis. Les États-Unis, à travers cette intervention, veulent
absolument montrer que l'Amérique est aux Américains, et ça dans la ligne de la doctrine Monroe qu'ils appliquent depuis 1823. C'est que ce territoire leur appartient, en tout cas c'est à eux de voir comment l'organiser, et c'est pas à d'autres puissances, que ça soit l'Europe. En 1823, c'était plutôt vers l'Europe, alors qu'aujourd'hui, le message, il est plutôt vers la Chine. Ce qui explique peut-être que le régime tient toujours. Si l'intention de Donald Trump, c'est juste de montrer et de lancer un message, finalement, le reste lui importe. Oui, alors c'est de lancer un message clair, d'intervenir et chasser ou de contrôler mieux ce Venezuela. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que les Vénézuéliens et Vénézuéliennes, même s'ils souhaitaient pour une grande partie le départ de Maduro, ils ne sont pas prêts et ils ne sont pas tenus d'accepter l'intervention ou la gestion états-unienne de leur pays. Oui, une ingérence. Et cette ingérence, on l'a vu, on vient de le voir dans ces manifestations, c'est ça qui va peser également. Alors, c'est vrai que ça n'empêche pas le régime de rester en place au Venezuela. La vice-présidente est en fonction à Caracas. Et vous le disiez, il y a eu des manifestations, des pro-régime qui se sont mobilisés en faveur donc, de Nicolas Maduro. Regardez les images commentées par Noémie Roche. Figurines de leurs dirigeants érigés en héros à la main, ces Vénézuéliens réclament le retour de Nicolas Maduro, enlevé samedi par un commando américain. Nous ne voulons pas qu'on nous impose un gouvernement yankee. Nous sommes libres et souverains. La constitution bolivarienne est le socle de notre peuple. Donald Trump ne nous volera pas notre pétrole. Rubio ne nous gouvernera pas. Une colère partagée par les habitants du quartier bombardé par les États-Unis, victime collatérale de l'attaque. Le choc m'a projeté contre le mur et m'a causé cette blessure ici. Ma tante est morte. Elle n'est pas morte ici mais à l'hôpital, quand nous l'avons transportée. Aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités vénézuéliennes concernant le nombre de victimes civiles ou militaires. Dans la capitale, les Vénézuéliens semblent surtout hébétés et inquiets. Alors, comme lorsqu'une crise se profile, ils font des réserves. On erre à la recherche de médicaments, de nourriture. C'est l'angoisse et le désespoir qui règnent. On ne sait pas ce qui va se passer. On vit tous dans l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Quelles seront les directives pour qu'on puisse reprendre une vie normale? Une normalisation encore lointaine, selon l'opposition restée discrète jusqu'ici. Ce moment marque un pas important mais pas suffisant. Le pays ne pourra retrouver sa réelle normalité que lorsque tous les Vénézuéliens, privés de liberté pour des raisons politiques, véritables otages d'un système de persécution, seront libérés. Les regards sont désormais tournés vers la vice-présidente Delcy Rodríguez, désignée présidente par intérim par la Cour suprême pendant 90 jours. Menacée par Donald Trump, celle-ci assure vouloir coopérer avec les États-Unis. Oui, Lissel Quiros, on est un peu perdu, un peu dans le flou concernant le pouvoir. Qui dirige le Venezuela? Alors aujourd'hui, Trump disait on va mettre la main, et c'est nous désormais les gestionnaires, et on voit que la vice-présidente Delcy Rodríguez est encore aux commandes. Delcy Rodríguez s'est manifestée véritablement comme une a résisté à cet interventionnisme états-unien. Elle a répondu, elle est conciliante, elle ne peut pas le faire autrement, puisqu'elle n'a pas le choix, mais elle veut garder quand même une main sur la transition. Elle souhaiterait cette transition, elle souhaiterait la mener. Et je pense qu'elle est soutenue à l'intérieur par quand même un pays qui voit très mal, globalement, on vient de le voir, l'intervention des États-Unis, c'est pas à Trump de gouverner, comme on l'a dit, le Venezuela. Donc ce sentiment anti-états-unien joue un peu en sa faveur, c'est ce qui lui permet pour l'instant de garder cette présence, de négocier aussi avec les États-Unis pour pouvoir voir qui va prendre ou comment on organise la suite. Est-ce qu'on
on rappelle celui qui avait été désigné ou paraissait vainqueur face à Maduro, Edmundo González Urrutia, où on organise un autre suffrage pour pouvoir mettre d'autres candidats, peut-être. La Nobel de la paix, Machado, exactement, c'est ce que j'ai dit. On a le sentiment qu'elle est complètement écartée par Donald Trump. Alors oui, elle a été oubliée, mais elle a une popularité au sein du pays, mais aussi dans la région. Je pense elle est populaire. Elle est populaire et elle a une bonne image, je dirais, en Amérique latine, dans la mesure où c'est une femme quand même reconnue par ce prix Nobel, une femme qui a l'air d'être pas aux extrêmes. Hein, elle se dit être de centre. Et vouloir ni se vendre aux États-Unis, ni être dans ce qu'on dirait l'héritage. Bien sûr, elle est anti-chaviste. Hein. Donc peut-être elle, on ne sait pas. En tout cas, on va voir dans les jours qui viennent quelles vont être les mesures prises. J'ai une autre figure qui me vient en tête. C'est vrai qu'on en parlait il y a quelques années, Juan Guaido. Il a complètement disparu. Alors, président autoproclamé en 2019 quand même, exactement. Et reconnu par l'Union européenne, par les États-Unis aussi. Exactement. Et c'est un autre acteur. Alors il avait été écarté au moment du coup de force et du coup d'État de Maduro. Et il s'est replié. Mais ce sont autant de personnages qui pourraient retourner dans la scène politique vénézuélienne dans cette transition. Je pense qu'en ce moment, Delcy Rodriguez, ce qu'elle est en train de faire, c'est de négocier pour avoir ce temps d'organiser, ces 90 jours, pour pouvoir organiser probablement un nouveau suffrage, de manière aussi à faire venir ces personnages, ces hommes et femmes politiques qui ont été présentes et organiser cette transition. Alors, il faudra voir aussi dans quelle mesure Trump acceptera. Parce qu'il ne parle plus trop de transition démocratique. Lui, ce n'est pas la démocratie, je pense, sinon il devrait intervenir dans d'autres pays de la région. Et ce n'est pas le cas. Donc, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la main sur le pays. Je pense qu'à partir du moment où Delcy Rodriguez lui donne des garanties que ça n'ira pas dans une sorte de chaos, et je pense qu'on va être... qu'il y aura une organisation d'un suffrage ou d'élection qui écarterait complètement le chavisme. Je pense qu'à partir de ce moment-là, peut-être, on pourrait voir une certaine marge d'action pour Delcy Rodriguez. Est-ce qu'on sait dans quel état se trouve le régime chaviste après 25 ans au pouvoir au Venezuela? Alors, le Venezuela, il est polarisé comme beaucoup d'autres pays de la région. Donc, il y a une grande partie de la population, c'est celle qu'on a vue souvent, des migrants d'ailleurs, ceux qui ont quitté le pays, d'une grande expression quand même de mécontentement parce que le système, il était vraiment tourné à vide. Il était la crise économique et la crise politique étaient très importantes. Mais il y a une partie de la population qui garde un bon souvenir de Chavez et de la révolution bolivarienne. C'est quand même un moment de l'histoire du Venezuela où les plus pauvres, les plus démunis ont eu la sensation... Et c'était il y a 25 ans. Oui, mais ça reste. Je dirais que c'est des formes. On le voit. Est-ce que des formes où le souvenir reste? On peut le voir, par exemple, le Parti des travailleurs au Brésil, la révolution de Correa en Équateur. Enfin, on a ces mémoires quand même de gouvernements qui ont été favorables au peuple et mais qui ne ce que je voulais dire, c'était en complètement. coulisses, vraiment au sein même du régime et des partisans, non pas de la population, mais au niveau du pouvoir. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des trahisons? Certains disent que la vice-présidente a permis aussi la capture de Maduro, la capture de Maduro qui s'est faite quand même assez facilement, même s'il y a eu une soixantaine de morts. Le régime, il est aujourd'hui, il a éclaté. Donc, on va voir d'ailleurs, puisque Maduro peut aussi, puisqu'il se déclare aussi témoin assisté, il va pouvoir déclarer aussi et peut-être se venger, ou on peut penser, répondre en tout cas, contre certains ennemis qu'il pourrait avoir. Donc ça aussi, ça va être un autre aspect politique. Aujourd'hui, le système ne fonctionne plus, il va être démantelé. Ça, de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, il y aura un nouveau régime politique au Venezuela. Ce qu'on attend surtout, c'est que ça soit un régime qui soit au moins organisé par les Vénézuéliens et Vénézuéliennes eux-mêmes, puisque l'ingérence, en tout cas, n'est pas soutenue ni par la région, ni par les Vénézuéliens, ni par les pays de la région non plus.
Voilà, et j'ajoute une déclaration à l'instant de Claudia Sheinbaum, la présidente du Mexique. L'Amérique, dit-elle, n'appartient à aucune doctrine ni à aucune puissance. Ça va dans ce que vous disiez sur le rejet de l'impérialisme américain dans la région. Merci infiniment, Lissel Quiros, de nous avoir éclairé. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Pensée décoloniale, une introduction aux théories critiques, d'Amérique latine, aux éditions La Découverte en 2023. Merci à vous et bonne journée.